Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche et sur Télémétropole le dimanche soir à la chaîne 52 à 7h, après-midi à 3h à la radio. Notre rendez-vous économique est hebdomadaire et nous allons nous rendre encore une fois du côté de Santo Domingo. Notre collaborateur, notre ami Henri Ebrard va nous faire quelques échanges sur ce qui se passe sur l'île avec la crise que nous connaissons au niveau mondial, mais surtout un article écrit par Bloomberg, un important magazine financier américain, qui a eu un article sur Haïti et la République dominicaine. Henri, ça a été un plaisir encore, toujours content de te voir. On n'a pas encore discuté depuis le début de l'année, on a eu quelques rendez-vous ratés, mais nous y sommes. Merci. Merci à toi, Kessler, de nouveau pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec nos amis et nos voisins d'Haïti. Et pour moi, l'occasion, de temps en temps, de parler d'économie en français. Ce n'est pas souvent l'occasion. C'est le plus souvent en espagnol, rarement en anglais et encore plus rarement en français. Donc, merci de me donner cette opportunité de partager en français et avec toi et tout au public. En effet, tu parles beaucoup l'espagnol et l'anglais, mais là, maintenant, le français. Et on doit quand même savoir que l'île a deux langues, je pourrais dire, l'espagnol de côté et le français de l'autre. Et bien sûr, le créole. Dis donc, Henri, un article assez intéressant de Bloomberg, et on comprend bien les flux qu'il y a entre les deux pays. Ceci s'est renforcé de manière considérable. Il y a plusieurs niveaux, on pourrait dire. Un marché agricole, à savoir la main-d'œuvre haïtienne, le marché de la construction, le marché touristique. Mais la crise haïtienne a provoqué, je pourrais dire, au niveau migratoire, un certain changement, à savoir une partie de l'élite haïtienne qui ne bougeait pas de l'autre côté, mais tout ce que nous avons comme insécurité depuis quelques mois, pour ne pas dire plus d'une année, il y a un mouvement de familles, de personnes riches qui vont là-bas, et sans compter les étudiants. Donc, qu'est-ce que tu penses de cet article? Tu as été interviewé également pour cet article. Oui, effectivement, c'est intéressant de voir que cette dynamique des transferts, la remesas, comme on les appelle ici, en République dominicaine, sont le reflet de ce qui se passe en fait dans nos sociétés et au niveau des économies et l'impact des crises économiques sur non seulement la macroéconomie, évidemment, parce que ces transferts d'argent ont des implications sur la balance des paiements, mais je pense que c'est surtout le reflet de ce qui se passe au niveau de la microéconomie des familles, qui effectivement ont observé, surtout depuis l'année dernière, une plus grosse présence de familles haïtiennes, effectivement, de hauts revenus, qui se sont installés en République dominicaine. On le voit par exemple dans les collèges privés, des collèges bilingues et trilingues. On voit beaucoup plus aujourd'hui de familles haïtiennes. Et comme l'avait relevé Bloomberg dans son intéressante analyse, ça donne, je crois, l'occasion de nouveaux flux, de nouveaux transferts d'argent, puisque effectivement, ces familles riches haïtiennes qui vivent en République dominicaine, bien reçoivent de l'argent depuis Haïti, et là on va dire ce sont pratiquement de nouveaux flux. On les voyait un petit peu avec les étudiants haïtiens qui venaient étudier en République dominicaine, mais jusqu'à présent on va dire que le gros des transferts se faisait plus dans ce sens. Les travailleurs haïtiens permanents ou temporaires en République dominicaine qui renvoyaient évidemment vers leur famille en Haïti. Aujourd'hui, on voit également donc, ce nouveau flux, qui sont donc les maris, les pères de famille qui sont restés en Haïti, qui donc envoient des transferts d'argent à leurs familles qui sont installées dorénavant en République dominicaine. Donc, lorsqu'on prend la balance des paiements avec tous les flux de capitaux, que ce soit les biens, les services, et les touristes, l'activité touristique, et j'en suis sûr, peut-être que les familles restent là-bas, et il y a peut-être le père ou la mère qui pourrait être ici et qui voyage en quelque sorte, les lignes aériennes. Donc, il y a tout un mouvement qu'on pourrait ressentir sur la balance des paiements entre les deux pays. Oui, mais j'attends d'avoir la publication du mois de décembre de la Banque centrale, chose qui devrait se produire la semaine prochaine. Maintenant, le 31 mars, la Banque centrale publie
le rapport annuel, donc vous pouvez avoir des informations plus précises, mais je crois qu'effectivement, on a vu une augmentation de ces flux dans tous les sens, sauf d'ailleurs durant le Covid, où effectivement, dû à la chute d'activité en République dominicaine, je crois qu'on a vu des mouvements migratoires à l'envers, c'est-à-dire des retours des travailleurs haïtiens qui n'avaient plus de travail, par exemple dans la construction, évidemment. Dans l'agriculture, moins, parce qu'effectivement, l'agriculture a continué de travailler en République dominicaine. Et puis surtout, les zones touristiques, effectivement, aujourd'hui, au-delà des secteurs traditionnels de la République dominicaine qui employaient de la main-d'œuvre haïtienne, bien sûr, l'agriculture et bien sûr la construction, on a vu comme le tourisme, et surtout sur la zone est du pays, le Punta Cana, s'est développé une forte demande de main-d'œuvre haïtienne, à un point tel que à Punta Cana, il y a aujourd'hui un vrai quartier haïtien qui s'est développé. Donc on voit qu'effectivement les échanges sont de plus en plus nombreux et on anticipe, et là, il pourra me confirmer évidemment davantage, mais je crois que cette crise de l'inflation, des denrées alimentaires, des carburants, qui avait déjà démarré avant la guerre d'Ukraine. Donc évidemment, avec la guerre d'Ukraine, s'est exacerbée toute cette tendance à la hausse des matières premières, des aliments, de l'énergie, et les matières premières industrielles. Je crois que c'est un impact très négatif sur la consommation dominicaine. Mais j'imagine que dans le cas d'Haïti, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Et je ne te cache pas que depuis la République dominicaine, plusieurs économistes, plusieurs dirigeants, sans même du gouvernement d'ailleurs, manifestent des inquiétudes, des implications que pourrait avoir sur l'économie haïtienne l'envolée des cours, surtout par exemple des aliments, qui pourrait éventuellement provoquer de nouveaux flux migratoires entre Haïti et la République dominicaine. Donc on suit ça de très très près, parce que c'est sûr qu'on est en train de vivre une crise de proportions majeures. Si on ajoute un troisième acteur, on aura alors le triangle. Bien sûr, nous parlons des États-Unis. Comme vous savez, les transferts sont importants vers les deux pays partageant l'île. Haïti, on parle l'année dernière, à la grande surprise, entre 3,5 pour les plus pessimistes jusqu'à 4 milliards les plus optimistes de transferts vers Haïti. La République dominicaine, on avance même la valeur de 10 milliards de dollars américains. Donc, qui voudrait dire les expansions... Oui, 10 milliards 400, oui. Ouais. Je te confirme, oui, je te confirme. Les transferts au niveau mondial, c'est pratiquement, 80% viennent des États-Unis, de la République dominicaine. On a atteint un record exceptionnel de 10 milliards 300 millions, pratiquement 10 milliards 400 millions. C'est exceptionnel. Ça fait 14 milliards allant vers l'île et arrivé vers l'île, il y a des échanges qui se font entre les deux éléments. Donc maintenant, comme économiste basé en République dominicaine, qui connaît bien ce pays, est-ce qu'on peut voir quelques flux et qui bénéficie réellement par rapport aux deux pays? On parle de balance commerciale. Parfois, maintenant, on regarde au niveau de la balance des paiements, à savoir les mouvements de capitaux entre les deux pays. Comment ça vient de la République dominicaine vers Haïti et l'inverse? Comment ça se fait? Alors, il faudra regarder, mais vous voyez que traditionnellement, les flux monétaires étaient les suivants. Donc, transfert d'argent, principalement de travailleurs haïtiens en République dominicaine, naturellement, comme on le voit de la part de travailleurs haïtiens dominicains qui sont à l'étranger et qui envoient vers l'île. Mais à l'intérieur de l'île, on va dire que c'était jusqu'à présent, n'est-ce pas, jusqu'avant, on va dire, avant l'époque post-Covid et l'aggravation, malheureusement, de la crise en Haïti, c'était surtout des transferts qui venaient de République dominicaine vers Haïti de la part de travailleurs haïtiens en République dominicaine. Comme on l'a dit au début, une nouveauté dans les flux, ce sont des flux qui viennent d'Haïti vers la République dominicaine pour que les chefs de famille qui sont restés en Haïti pour travailler puissent transférer de l'argent à leur famille qui sont installés en République dominicaine. Alors là, on parle évidemment de groupes socio-économiques complètement
complètement différentes. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de flux. Il y en a eu par le passé aussi, de Dominicains qui vivent et qui travaillent en Haïti, mais il est bien clair que l'évolution de la situation a fait que cette quantité a dû baisser considérablement. Après, au niveau de ce qui est le tourisme, et effectivement, un Haïtien qui voyage en avion entre Port-au-Prince et l'aéroport de Saint-Domingue et reste au moins une nuit ici en République dominicaine, qualifié comme touriste. Et donc, effectivement, on a vu une très forte augmentation des voyages entre les deux pays. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec ce phénomène que l'on a dit, donc des familles qui se sont installées en République dominicaine. Là, on parle de chiffres relativement importants, 70 000, 80 000, 90 000 voyages par avion l'année dernière. Et puis après, il y a un mouvement important qui a trait au secteur des zones franches, sur la partie textile. Effectivement, il y a eu un développement important. Quand on regarde les exportations textiles des zones franches dominicaines, il y a une partie importante qui ne va plus directement aux États-Unis, mais qui transite par Haïti pour profiter justement des conditions plus favorables et bénéficie toujours Haïti pour accéder au marché américain. Et on voit que donc la République dominicaine va envoyer de la matière première, des tissus pratiquement, vers Haïti. Et en Haïti se termine le processus de monter les pièces textiles qui après sont exportées en Haïti et parfois reviennent en République dominicaine. Donc, je pense qu'il y a eu quand même, malgré la crise, ou peut-être même grâce à la crise, si on peut dire, une augmentation des échanges, finalement, entre la République dominicaine et l'Haïti, tout au moins les échanges officiels. Après, comme toujours, on voit par exemple dans le cas des carburants, les chiffres que je vois en République dominicaine semblent confirmer le fait que du gasoil ordinaire et de l'essence ordinaire qui est importé depuis la République dominicaine part d'une manière directe, indirecte, officielle ou pas officielle sur le marché haïtien. Un segment non négligeable, les étudiants à l'université, on estime sur chaque 100 étudiants étrangers en République dominicaine, plus de 60, jusqu'à 62, et sont des Haïtiens. Et là, il faut payer l'aspect académique, ce sont des jeunes, ils vont dépenser. On n'a pas trop de prestige chez vous, on va voir certainement président, ces jeunes-là, ils s'amusent bien. Donc c'est encore plus de 50 millions de dollars américains, selon les estimations dans le document, qui vont vers la République dominicaine, rien pour l'étude universitaire. C'est très intéressant parce qu'on se rend compte que de plus en plus, les échanges prennent des formes très diverses et très variées, mais ce sont des échanges qui, quand on finit par agréger tout ça, ça représente quand même des sommes relativement importantes. Et là, on pourrait terminer avec maintenant la première partie de l'émission avec les chiffres concernant le commerce. Donc, est-ce que ces fonds qui viennent de la diaspora, les 4 milliards de dollars américains, donc, puisqu'on ne produit pas assez, d'ailleurs, dans l'étude, on a dit que Haïti a eu une contraction de 1,3% de son économie en 2021 contre 12,3% de croissance et la plus forte croissance au niveau de la région. Donc, ça veut dire que si on ne produit pas, on va importer des biens avec les milliards qui arrivent des transferts. Oui, une fois de plus, ça montre que pour la République dominicaine, le marché haïtien continue d'être un marché important. Il y a toujours une demande. Alors, bien sûr, c'est un marché qui reste complexe, pour ne pas dire compliqué, mais c'est évident qu'effectivement, une partie importante de ces transferts, la même chose en République dominicaine, 90% des transferts qui sont reçus d'étrangers servent aux achats de première nécessité. D'abord la nourriture. J'imagine qu'en Haïti, ça pourrait être exactement pareil. Donc c'est vrai qu'une partie de cet argent, finalement,
finit par acheter beaucoup de produits dominicains. On sait qu'effectivement, une grande partie des produits dominicains arrivent en Haïti d'une manière ou d'une autre. Soit parce que des commerçants haïtiens sont venus en République dominicaine les acheter directement, soit parce que, d'une manière un peu plus organisée, donc il y a des exportations, on va dire, officielles. Mais on pense qu'à travers les marchés binationaux, qui ont bien repris après le Covid, je pense que ces marchés binationaux, pratiquement, permettent de doubler le chiffre officiel des exportations et des importations qui apparaissent dans les rapports officiels. Donc, je pense qu'effectivement, l'échange dans les exportations de la République dominicaine vers Haïti, au niveau officiel, on parle entre 700 millions et 1 000 millions de dollars. Je pense que pratiquement, on pourrait doubler ce chiffre si on prend en compte les marchés binationaux et après, donc, le reste de ce commerce qui existe, mais qui n'est pas enregistré officiellement ni par la République dominicaine ni par Haïti, comme une exportation ou une importation. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous sommes en discussion avec Henri Hébrard du côté de Santo Domingo sur les échanges financiers et également les services entre Haïti et la République dominicaine. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH. Cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit déplice sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos machins. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement ma jeune produit ça? Ou besoin dans toute banque yo, ak toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole dimanche soir 7h, la chaîne 52. L'émission sera disponible sur YouTube. Notre collaborateur et ami, Henri Hébrard, qui essaie de lire pour nous la situation entre les deux côtés de l'île. Un article qui a été publié cette semaine par Bloomberg Magazine et Henri avait donné quelques points de vue sur le sujet, à savoir les transferts de devises qui ont augmenté de manière considérable au niveau de l'île et les transferts entre les deux parties de la zone. Comme Henri l'a appelé, c'est comme un oiseau avec les deux ailes qui sont bien connectées. Henri, nous nous retrouvons maintenant avec une situation mondiale et des répercussions communes. Et tu as suivi avec beaucoup d'attention l'incapacité du gouvernement haïtien pendant des années pour augmenter le prix, mettre fin à la subvention. Maintenant, vous vivez ça en République dominicaine. Et on sait qu'en République dominicaine, chaque semaine, on varie les prix à la hausse ou à la baisse, dépendant des prix sur les marchés internationaux. Maintenant, on ne peut pas parler de baisse, on parle de choc pétrolier. On a vécu
Toi et moi, la situation des années 70, les chocs pétroliers qui ont causé beaucoup de problèmes. Et voilà ces deux petites économies ouvertes qui en subissent. Comment ça va du côté de la République dominicaine avec les subventions que vous commencez à faire également? Alors, effectivement, c'est une situation inhabituelle, puisque depuis l'an 2000, quand est rentrée en vigueur la loi sur les hydrocarbures, la loi 112.00, qui a créé le mécanisme qui fait que tous les vendredis après-midi, le ministère de l'Industrie du Commerce, qui est le recteur du secteur de la distribution et la commercialisation des carburants, publie une liste officielle des prix pour les carburants, donc détaillants, le prix d'importation, les impôts, évidemment, les marges pour le secteur de commercialisation, et donc la seule fois qui est donc, depuis l'an 2000, toutes les semaines, en fonction de ce qui se passe sur le marché international, ça baisse, ça monte. Et puis donc depuis un an et demi, ça monte à un moment tel que continuer d'augmenter le prix du carburant peut créer déjà des tensions sociales, et deux, commence à avoir un impact sur l'inflation, qui fait que non seulement ce sont les prix des carburants qui vont augmenter, sinon tout le reste, parce qu'à un moment donné, tout le reste finit à un moment donné par utiliser des carburants. Le mois dernier, le début de mois, le président de la République, après son discours du 27 de février, qui est un petit peu le discours de l'État de l'Union, c'est les États-Unis, avait annoncé quelques mesures, et puis, vu l'aggravation de la situation à cause de la guerre en Ukraine, le pétrole qui était déjà haut, $90, alors que le budget de cette année s'était fait sur la base de $62, $90, 62, le prix du pétrole s'envole, et comme on l'a vu, à un moment donné, 115, 120, $125 le baril. Le président Luis Abinader a annoncé la création d'un programme de subvention directe aux carburants pour maintenir jusqu'au 30 juin, la période de 4 mois, un mécanisme de subvention qui garantit que les prix des carburants resteront congelés. Toutefois, pour maintenir ce mécanisme, il faut que le prix du pétrole ne dépasse pas $115. Donc, jusqu'à $115, ce qui était le cas les 2 dernières semaines et cette semaine également. Donc, les prix qui devraient monter n'augmentent pas. Et donc, cette différence, qui me paraît une subvention, est une différence qui, comme ne l'a pas payé le consommateur final, le gouvernement doit le payer aux importateurs, puisque les importateurs, finalement, accepté de vendre en dessous de ce que leur coûtait vraiment le pétrole qui était importé, ou les carburants, l'essence premium, la République dominicaine n'est pas raffinée à la raffinerie. Donc aujourd'hui, on a un mécanisme de subvention qui est terriblement coûteux, que la première semaine, ça a été pratiquement 1400 millions de pesos. On parle de plus de $250 millions à peine. Une semaine, c'est ça. La deuxième semaine, c'était la semaine dernière, on était tombé à la moitié, 670. Et comme les prix du pétrole sont repartis à la hausse cette semaine, et spécialement là, vendredi, je pense qu'on va voir cette semaine l'État a listé des prix pour maintenir la congélation de tous les carburants, y compris le
le GPL, je crois que la subvention va être de 900 et 900 millions ou 1 milliard de pesos. C'est très veut dire, parce que Henri, ce n'était pas prévu. C'était pas prévu. c'est une décision politique, on comprend bien ça, mais ça va avoir un coût financier assez élevé. Par semaine, vous perdez plusieurs milliards de pesos? Oui, effectivement, parce que si on maintient ça donc, pendant une période de 4 mois, donc on va dire 20 semaines, ça veut dire qu'il faut mettre sur la table 20 milliards de pesos. Et 20 milliards de pesos, ça fait à peu près, ça fait plus de 300 millions de dollars. Et malgré ça, les prix restent encore élevés, mais c'est probablement ça. L'espoir étant que les prix se maintiendraient dans cette fourchette, entre 90 et 115 dollars. Mais aujourd'hui, c'est très reflet. La guerre en Ukraine, elle continue. Plus elle continue, plus le risque de déflagration supplémentaire est élevé. Et dans cette mesure, le prix du pétrole peut continuer de monter, il ne faut pas écarter. Et demain, le pétrole monte à 150 dollars, monte à 200 dollars, ça va des papiers tous les jours. Et c'est une situation qui est catastrophique parce que si c'était simplement le pétrole, c'est donc le cas du reste des produits dérivés, c'est le cas également du gaz naturel, c'est le cas également du charbon. En fin de compte, c'est une situation qui est très compliquée. Et si à ça on ajoute ce qui est au moins aussi préoccupant que le thème du pétrole et des carburants, c'est la hausse du prix des denrées alimentaires. Et là, si on voit la publication mensuelle que fait la FAO sur les indices de prix des principaux aliments, il y a donc 5 grandes familles alimentaires, plus au total, c'est la partie alimentaire. On atteint aujourd'hui des niveaux de prix que l'on ne voyait pas, ne voyait même pas, lors de la dernière crise importante des aliments dans les années entre 2009 et 2011. Donc vraiment, on est dans une situation qui est très compliquée, parce que si effectivement c'est cher de subventionner, surtout quand ce n'était pas prévu dans le budget, mais ne pas subventionner peut aussi avoir un coût terrible en matière d'inflation, en matière de chute du pouvoir d'achat. J'allais poser la question, Henri. Quel est le taux d'inflation actuellement en rythme mensuel et en rythme annuel en République dominicaine? Après avoir été sous contrôle, je pourrais dire, pendant la période de Covid, vous avez pu conserver en moins de 5%. On est à quel niveau maintenant? Ah, mais c'est ça le problème. Au mois de mai de l'année dernière, on avait atteint un niveau de 10,3%. C'était très haut. C'était le taux le plus haut depuis 2008. Et là, l'inflation, avec la lecture du mois de février, en rythme annuel, c'est-à-dire les 12 derniers mois, on arrive à 9%. C'est un taux d'inflation relativement élevé. Et ça n'a pas été pire parce qu'on a eu une très grosse surprise au mois de février. C'est qu'au lieu d'assister à une dévaluation du peso dominicain face au dollar, c'était tout au contraire. On a eu une réévaluation du peso et le dollar qui était à 57,40 est tombé pratiquement, a baissé de pratiquement 3 pesos au cours du mois de février. Qu'est-ce qui a expliqué ça? Qu'est-ce qui a expliqué ce mouvement contraire, à savoir normalement on devrait avoir une dépréciation, comment ils ont pu conserver et même avoir une appréciation de la monnaie locale? Les mesures, une partie des mesures prises par la Banque centrale pour contrôler l'inflation. 2 mesures. Augmentation des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt politique monétaire qui étaient, pendant le Covid, étaient tombés de 5,5 à 3%. On vient d'avoir 3 mois consécutifs de hausse des taux d'intérêt et le 4e mois aussi, il n'y a pas eu d'augmentation. On est passé de 3 à 3,5
ensuite de 3,5 à 4,5 et de 4,5 à 5. Et il y a eu quand même des augmentations importantes des taux d'intérêt. Donc ça, effectivement, ça a tendance à favoriser les investissements en pesos au lieu de les avoir en dollars. Et en plus de ça, la Banque centrale, pour freiner l'inflation, a sorti de circulation beaucoup d'argent qui circulait sur le marché, donc a cherché à assécher les liquidités, ce qui fait qu'il y avait beaucoup moins de pesos disponibles pour acheter des dollars. Et puis, tout ça, au mois de février, la République dominicaine a réussi à émettre sur les marchés financiers un bon de dette souveraine pour 2600 ou 2800 millions de dollars. On parle de 6 milliards de dollars. Donc tout ça fait que il y a une surabondance de dollars actuellement en République dominicaine. Et c'est ce qui a fait que, effectivement, le dollar est baissé d'une manière aussi forte. Alors, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse rester durer longtemps, surtout si les prix du pétrole. Je sais que ta firme de consultation suit avec beaucoup d'intérêt la dette. Quel impact ce choc financier, parce que vous parlez de milliards de pesos qu'on perd par semaine maintenant, quel impact que ça va avoir sur la dette dominicaine, qui est estimée à quoi maintenant, la dette externe, la dette interne? Alors, si on prend la dette totale, on va prendre la dette du secteur national public, du secteur public non financier, le secteur public non financier, on a fini l'année beaucoup plus bas que ce qui était prévu, parce que comme tu l'as mentionné au début du programme, l'économie dominicaine a eu une telle croissance, mais également une croissance en dollars, parce que avant la crise, le PIB de l'économie dominicaine était à peu près à 85 milliards de dollars. On était tombé à 78 milliards de dollars à la fin de 2020, n'est-ce pas, à cause du Covid. Et il n'était pas prévu qu'il y ait une grosse récupération cette année. Et finalement, on a clôturé l'année, c'est très bien, l'année 2021, le PIB de l'économie dominicaine a clôturé à près de 94 milliards de dollars. Donc, on finit l'année à un niveau, et ce n'était pas prévu, jamais l'économie dominicaine n'avait atteint un tel volume, une telle valeur, et ça aussi, ça aide effectivement, bien que on va voir certains secteurs de devises à cause de ce qui se passe en Russie et en Ukraine, qui vont avoir des résultats négatifs, c'est le cas du tourisme, autant le marché russe, surtout que le marché ukrainien commençait à être très important pour la République européenne. Et puis, les transferts d'argent depuis les États-Unis, janvier, février, se maintiennent à un niveau très élevé, mais légèrement en dessous du niveau de l'année dernière. On est à moins 5%, ça a du sens, ça par contre c'était prévu, parce qu'effectivement, suite à l'élimination de la plupart des programmes d'assistance financière qui avaient cours aux États-Unis depuis le gouvernement fédéral, bon, dans la mesure où tous ces programmes nous paraissent débranchés, il y a moins d'argent disponible qui va trouver sa voie à travers les transferts vers Haïti ou vers la République dominicaine. Je pense que ce thème des transferts devrait baisser, mais malgré cette baisse, devrait continuer d'être très significatif pour l'économie dominicaine. Tout ça fait que on a une bonne quantité de dollars et c'est ce qui a permis que le peso dominicain, finalement, au lieu de se dévaluer, c'est un petit peu renforcé par rapport au dollar.
Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons notre collaborateur avec nous, Henri Hébert, du côté de la République dominicaine, pour nous expliquer ce qui se passe dans l'économie dominicaine et l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie haïtienne. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Fanny, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit, 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, m'ta pas lâcher pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit déplice sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou ap jwenni dans toute banque yo, ak toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofine.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole sur la chaîne 52 chaque dimanche soir 7h. Cette émission sera disponible sur YouTube et nous avons notre collaborateur Henri Hébert du côté de la République dominicaine qui est en train de faire la lecture pour nous sur ce qui se passe de l'autre côté de la barrière et qui nous affecte également ici en Haïti. Henri, et je ne savais pas que la République dominicaine bénéficiait considérablement d'entrées de devises et touristiques, particulièrement de la Russie et de l'Ukraine. Donc, la guerre là-bas affecte considérablement, non seulement sur les matières premières, à savoir le pétrole, on en parlait, mais les entrées touristiques qui vont diminuer. Donnez-nous quelques informations là-dessus. Absolument. Il y a un véritable impact direct et beaucoup de gens ont découvert l'importance qu'avait non seulement le tourisme russe, mais également le tourisme ukrainien. C'est important de rappeler que pendant l'époque du Covid, l'Ukraine était devenue le premier marché européen pour la République dominicaine. On avait un flux continu de touristes ukrainiens dont la grande majorité arrivait non pas par l'aéroport de Saint-Domingue ou de Punta Cana, mais par l'aéroport de La Romana. La même chose, les touristes russes. Le tourisme russe était devenu tellement important pour la République dominicaine que cette année, pour 2022, la projection était de recevoir 50 000 touristes russes par mois. C'est-à-dire qu'on espérait recevoir cette année à peu près 600 000 touristes depuis la Russie. C'est beaucoup de touristes. Si à ça, on rajoute à peu près 150 000 touristes ukrainiens, on se rend compte que la République dominicaine, en termes annuels, la guerre entre l'Ukraine et la Russie provoque la perte pratiquement, en rythme annuel, de 750 000 touristes.
750 000 touristes pour la République dominicaine, ça représente en rentrée de devises à peu près 750 ou 800 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. 800 millions de dollars, j'expliquais dans un programme à la télévision dominicaine là, cette semaine, pour qu'on ait une idée, c'est comme si le pétrole augmentait 10 dollars. C'est-à-dire que la République dominicaine consomme à peu près importe 80 millions de barils de pétrole et de carburant en rythme annuel. Une partie, c'est vrai, une partie de ces barils ne sont pas consommés en République dominicaine, sont consommés en Haïti. Une partie est consommée par les avions qui repartent avec les touristes, ça c'est l'AFTOUR. Et une partie, effectivement, est de plus en plus exportée ou réexportée. C'est le cas, par exemple, dans le cas du fuel oil, qui est raffiné par la raffinerie. Vous savez que nous avons une raffinerie tout près de Saint-Domingue, sur le port de Raina, une raffinerie dont la moitié des actions qui appartenaient au Venezuela a été rachetée par la République dominicaine l'année dernière. Donc la République dominicaine aujourd'hui contrôle 100% de sa raffinerie. Comme la génération électrique s'est énormément développée avec le gaz naturel et le charbon, avec la construction de l'usine thermoélectrique de Punta Catalina. Aujourd'hui, quand la raffinerie produit du fuel oil, il n'y a plus de marché pour ce fuel oil sur le marché dominicain, puisque les centrales électriques n'utilisent pratiquement plus le fuel oil. Donc, aujourd'hui, la République dominicaine exporte des carburants qui sont raffinés en République dominicaine, c'est le cas du fuel oil, et réexporte du GPL vers tous les pays de la zone, par exemple la Jamaïque, Puerto Rico. Donc, on est devenu un hub de réexportation. Mais donc, ça veut dire que pour chaque dollar qu'augmente le baril de pétrole, la République dominicaine doit aller chercher 80 millions de dollars supplémentaires de devises pour payer la facture. Pour ça que je vous dis qu'en gros, la perte du tourisme russe et ukrainien, ça a le même impact sur l'économie dominicaine qu'une augmentation de 10 dollars du baril de pétrole. Je pense que ça donne une bonne illustration de l'importance que ça a, d'autant plus que ce tourisme est très localisé. C'est-à-dire que l'impact est très local. Il se produit pas nécessairement sur tout le territoire dominicain. Une grosse participation des Russes sur le marché immobilier, par exemple sur la côte nord, c'est-à-dire tout ce qui va depuis Puerto Plata jusqu'à Rio San Juan. Beaucoup de Russes ont acheté des villas, des maisons, etc. Et la même chose sur la côte est, à Punta Cana. C'est d'ailleurs très intéressant pour que vous vous rendiez mieux compte de l'importance qu'avait pris le tourisme russe en République dominicaine et le fait que non seulement des touristes, mais maintenant beaucoup de résidents russes, à Punta Cana, il y a quelques années, il y a 4-5 ans en arrière, a été consacrée la première église orthodoxe de toute la Caraïbe. Mais, Henri... Et si tu vas sur les zones touristiques, tu vas voir encore beaucoup de panneaux publicitaires écrits en russe. Et si tu vas dans les hôtels, tu vas voir que tous les menus sont écrits en russe. Dis-nous, Henri, et ça fait combien d'années qu'il y a eu ce changement, ce chiffre, on pourrait l'appeler ainsi, car on sait que le tourisme dominicain était dominé par l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, ensuite l'Europe. Mais 750 000 touristes, quelle stratégie qu'on a mise en place pour attirer cette manne, je pourrais dire? Alors, c'est une bonne question. Je ne connais pas nécessairement le détail de comment ça a commencé, mais je pense que en cela nous aura aidé Cuba. Ah, ok. Parce qu'effectivement, je pense que c'est Cuba qui a eu le tourisme russe. Et vu toutes les difficultés qu'il y a à Cuba, en particulier la partie alimentaire, qui est un gros problème, je crois qu'effectivement, c'est ce qui a fait que les Russes ont commencé à s'intéresser à la Caraïbe, et une chose amenant l'autre.
C'est ce qui a permis à la République dominicaine de commencer à mordre un petit peu, parce que les premiers touristes russes qui arrivaient en République dominicaine il y a une dizaine d'années ne voyageaient pas, il n'y avait pas de vol direct entre la Russie et la République dominicaine. C'était Air France qui travaillait le tourisme russe. C'était des touristes donc, qui faisaient Moscou ou Saint-Pétersbourg, Paris, et prenaient un vol d'Air France de Paris vers la République dominicaine. Généralement, c'était les vols d'Air France qui amenaient les touristes russes. Le tourisme s'est tellement développé, a commencé à avoir donc, les premiers vols directs. Et aujourd'hui, je crois que l'on avait, puisqu'on a eu des tours, on a été complet avec le tourisme russe jusqu'à la fin du mois de février. On a eu pratiquement 50 000 touristes russes en janvier et en février. Et tu regardes, ce sont des vols qui viennent directement de pratiquement une bonne demi-douzaine de villes. Ce n'est pas simplement des vols qui viennent de Moscou. Et la même chose s'est passée finalement avec tous les pays d'Europe orientale, où on a beaucoup de Polonais, et puis surtout c'était les Ukrainiens d'ailleurs. Ça a posé de gros problèmes de logistique au début du mois de mars, puisque tout d'un coup, les touristes ukrainiens ne pouvaient plus rentrer chez eux, n'avaient plus de vol, puisqu'il n'y avait plus d'aéroport, il n'y avait plus de vol, et les touristes russes, c'était pareil, quand les vols ont commencé à être fermés, il a fallu organiser tout ça, les rapatrier, et effectivement, ça va être une perte importante, mais je pense que la perte la plus importante, l'impact le plus dramatique sur le tourisme dans la Caraïbe, ce sera pour l'île de Cuba, qui comptait beaucoup cette année, redémarrage après le Covid, sur le tourisme. Et le tourisme à Cuba, c'est principalement le tourisme canadien et le tourisme russe. Je crois que cette année, on espérait 700 000 touristes russes à Cuba, et là, c'est très mal parti. Merci pour cette information, c'est très intéressant à voir parce qu'il y a des perspectives en ce sens-là. Qu'Haïti, si on devait avoir une stabilité sociopolitique, ça pourrait nous permettre de bénéficier, car la filière cubaine a attiré quand même beaucoup de touristes, donc on pourrait en bénéficier à l'avenir. Pour finir, sur les perspectives, donc avec ces chocs-là que la République dominicaine a subis, bon, vous avez une certaine résilience, car la réaction qu'il y a eu après Covid, quand même, plus de 10%, est l'une des plus fortes, pas seulement régionale, je pourrais dire de la région, et mondiale, je pourrais dire. Qu'est-ce que vous attendez? Et on a discuté beaucoup sur la situation inflationniste qui nous intéresse en Haïti parce que nous importons chez vous, le phénomène d'inflation importée. Quelles sont les perspectives pour l'économie dominicaine pour 2022? Ça, c'est la grande question. Et effectivement, aujourd'hui, la grande difficulté, je crois, pour tous les économistes, c'est d'essayer de... D'abord, je crois qu'il faudrait arriver à pouvoir définir, et déjà ça, c'est compliqué, c'est quels sont les scénarios possibles avec l'Ukraine. Combien de temps peut durer le conflit? Jusqu'où ça peut escalader? À partir de quand on va revenir vers un schéma de paix? Une fois qu'on a une paix, quelle va être la nouvelle situation globale? Bon, une fois qu'on a défini ça, on peut réviser un petit peu tous les chiffres. Ce qui est très clair, et je pense que la République dominicaine, comme tous les autres pays, a cette même situation. On a un budget 2022 qui avait été approuvé, qui avait été préparé en septembre de l'année dernière, approuvé par le Congrès début décembre, et qui parlait d'un monde qui n'est plus tout à fait le même aujourd'hui. On espérait une croissance de 5,5% du PIB, grâce à une forte croissance toujours aux États-Unis, avec un pétrole à $62 et des taux d'intérêt qui commençaient à peine à monter, et une inflation modérée de 4%. Bon, il est très clair que aujourd'hui, on ne vit pas du tout dans le monde qui était prévu ou qui était projeté dans le budget. Les autorités dominicaines vont présenter au Congrès, j'imagine, au mois de juin, ce qui serait une loi rectificative
pour modifier le budget 2022. Je crois qu'une des premières conclusions va être la croissance va être revue sérieusement à la baisse. Sérieusement à la baisse. Yep. On a vu une publication le mois dernier du Bank of America qui parlait qu'un des premiers impacts de la crise, et ce n'était pas encore avec le conflit en Ukraine, au lieu de 5,5, on parlait d'une croissance entre 4 et 4,5. Je pense que ça, ce serait vraiment un très beau résultat si on pouvait clôturer l'année de cette façon-là. Je pense que si on révise les chiffres en fonction de, malheureusement, les impacts de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale, qui est revue à la baisse par tout le monde, hein. L'OCDE a revu à la baisse. Je pense que dans 15 jours, le Fonds monétaire international va revoir également à la baisse les projections. Moi, aujourd'hui, je commence à travailler là, cette fin de semaine sur les projections, mais je pense que si on a une croissance qui dépasse les 3%, ce serait un très, très beau résultat, parce que je crois qu'il va y avoir un autre impact important. Une des politiques qui démarre d'ailleurs aux États-Unis depuis la semaine dernière, c'est la remontée des taux d'intérêt. Et la remontée des taux d'intérêt, je crois qu'elle va être violente. Elle va affecter d'ailleurs peut-être beaucoup plus 2023 que 2022. Donc je pense que on rentre dans un nouveau cycle où au lieu de voir une accélération de la croissance économique, eh bien tout au contraire, on va voir une désaccélération du rythme de croissance, et l'époque de l'argent pas cher est résolue. Ça, je crois que c'est fini. Je crois qu'on peut prévoir pour les États-Unis 5 ou 6 augmentations des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, des taux d'intérêt qui probablement seront au moins à 3% cette année. Et ça veut dire que donc ici également en République dominicaine, on va être obligé d'augmenter les taux d'intérêt, et ça, on sait l'implication que ça a sur l'activité économique. Il va y avoir un freinage conséquent, mais qui sera surtout visible en 2023. Moi, je crois que c'est vraiment 2023 va être une année difficile, où peut-être certains prix commenceront à baisser, mais on aura un rythme de croissance qui sera très faible. Je crois que 2022 sera une meilleure année que 2023, c'est te dire comme va être difficile 2023. Tout à fait. On retourne à la période de Paul Volcker, à savoir l'augmentation considérable des taux d'intérêt aux États-Unis pour combattre l'inflation. Donc, c'est la période quand même de taux d'inflation élevé aux États-Unis, choc pétrolier. Donc, c'est l'histoire économique, et ça se répète, pas vrai? Et maintenant, le montant du budget de la République dominicaine, c'est la loi initiale. C'était quel montant qu'on avait? Je ne sais même plus comment on dit en français, parce que l'on a dépassé les 1000, ça doit être 1 trilliard de pesos, 1000 milliards. Puisque les recettes fiscales, la projection, c'est 830 milliards de pesos. 830 milliards de pesos de recettes domestiques, pas vrai? Oui, c'est ça. Okay. Plus après, donc le financement du déficit, je crois qu'on va être à 1040, 1050. Mais ça, c'est probable qu'on finisse l'année avec un déficit un petit peu supérieur pour justement tenir compte des importantes subventions au carburant. C'est ça. Et penser, alors là, si les prix du pétrole se maintiennent à ce niveau-là au deuxième semestre, la grande question, c'est est-ce qu'il sera prudent, possible, de continuer de mettre sur la table, de cramer 800 millions de pesos par semaine pour essayer de maintenir quelque chose qui est contre nature, parce que si le pétrole monte, à un moment donné, on ne peut plus lutter contre ça. Et ça aurait des conséquences très importantes. Et n'oublie pas que ça y est, en 2023, on est en année électorale déjà, puisque au mois d'août, le président Abinader arrive déjà à la première moitié
de ce mandat de 4 ans. Donc le temps passe très Des très vite. 830 milliards de ressources domestiques, et on estime à combien, avec les subventions, ça va diminuer de plusieurs milliards. Alors, après, il faudra voir les arbitrages, etc. Il faudra voir si l'inflation t'aide un petit peu à avoir plus de recettes. Tout à fait. Hein? Tu as raison. Pour Et finir, ben, ça, il faut refaire. tu as parlé d'élections. Moi, je crois qu'effectivement, il faut refaire complètement le budget pour tenir compte de ces réalités-là et voir prudemment qu'est-ce qu'il est encore possible de garder comme subvention, de manière à ce que s'il ne reste plus que 2 choses à subventionner au niveau des carburants, ça devrait être en priorité le GPL qui est utilisé dans les foyers pour la cuisine, le GPL pour le transport public, et puis le gasoil dont on a besoin pour les secteurs productifs et plus spécialement pour l'agriculture. Après, le reste, je crois que aujourd'hui, les gens qui ont des très grosses bagnoles et qui consomment de l'essence premium, aujourd'hui ont le privilège de recevoir une subvention. Je ne suis pas certain qu'il soit souhaitable de prolonger l'expérience à partir du mois de juillet, parce que là, il vaudra mieux, au lieu de subventionner le propriétaire d'une grosse Jeepeta, comme on les appelle ici, il vaudra mieux utiliser cet argent, s'il est nécessaire, pour subventionner le pain, le riz, le poulet, que sais-je. Comme on voit aujourd'hui, une expérience très intéressante, pour terminer ma réponse, tous les jeudis, en République dominicaine, tous les supermarchés commercialisent un paquet spécial coordonné avec le gouvernement. Donc c'est un espèce de grande poche avec les aliments de première, vraiment les aliments de première nécessité. Hein. C'est les œufs, du riz, et des haricots, etc. Un poulet, un petit peu d'huile, un petit peu de salami, hein, de saucisson. C'est vendu 1000 pesos. Et la vraie valeur de ce que tu achètes est autour de 2000 pesos. Pour contrôler et ça, l'inflation. C'est une subvention qui va directement chez les gens. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est complètement généralisé. C'est-à-dire, moi, si je veux acheter ce truc-là, je peux le faire. Je pense que dans un futur peut-être pas si lointain que ça, vu tout ce que ça coûte, il faudra limiter et s'assurer de prioriser cette subvention vraiment seulement vers les foyers qui doivent le recevoir. Ciblé. Voilà. Quel est le prix du premium actuellement en République dominicaine, le gallon de premium en République dominicaine, en dollars américains? En dollars américains, le gallon est à, je vais te dire exactement, pour ne pas te dire de bêtises, on doit être à $4,47, un truc comme ça, je te confirme. Hein. $4. Non, je t'ai dit une bêtise. $5,34. Le prix du gallon de premium en République dominicaine, $5,34. Le gallon premium, $5,34, on est à 293 pesos. Et l'essence normale est à $4,99. Et donc le gasoil est à... alors là, il faut que je fasse le calcul vite fait. C'est 221,60 en pesos. Que si on divise les 221,60 par, on était à 50, on va compter 55, ça fait $4. $4, le gasoil. Maintenant, les élections pour finir, ça veut dire est-ce que Abinader va se positionner encore pour un deuxième mandat? Pardon? Abinader sera là pour un second mandat? Il va être candidat pour un second mandat? Bon, c'est encore tôt pour parler de ça, mais bon, comme la réélection est permise par la Constitution, tout porte à croire qu'effectivement, ça doit faire partie des possibilités, bien sûr. Mais je vois qu'il y a des candidats au niveau du parti également, le PRM. Oui, sans doute. Mais je pense qu'effectivement,
la logique voudrait, puisque les institutions le permettent, il y a fort à parier que, sauf accident, sauf accident, le président serait certainement candidat à sa propre réélection. OK. Et Fernandez est toujours sur la ligne? Pardon? Léonel Fernandez est-il toujours en course politique? Absolument, absolument. Et dernièrement, d'ailleurs, on le voit parler beaucoup de l'inflation. Ah, il se positionne. Et oui, ça, je crois que dans tous les pays du monde, ce thème de l'inflation est une très mauvaise nouvelle pour les gouvernants en place. C'est bien ça. Et les leaders de l'opposition pensent que ça pourrait être du pain béni pour eux. Tout à fait. Bon, je crois que ça, tu le vois en Haïti, tu le vois en République dominicaine, mais je pense que tu vois ça aux États-Unis, en France, un petit peu partout. Je crois que ça fait partie de la nature des choses. Dans le prochain rendez-vous, on parlera certainement des élections aux États-Unis, les midterms. On se rappelle qu'on avait pris engagement pour regarder avec beaucoup d'attention ce qui se passe du côté des États-Unis. Henri, encore une fois, je ne sais comment te remercier pour toutes ces informations qui nous intéressent beaucoup plus, car il y a beaucoup plus d'Haïtiens. On estime à plus de 500 000 Haïtiens actuellement, selon la dernière enquête de l'Institut de la migration, c'est ça? Oui, je pense qu'on n'a pas un compte très précis, mais je pense qu'effectivement, je dirais pas moins de 500 000, pas plus d'1 million. Hein. Je pense qu'effectivement, on n'a jamais eu un compte peut-être très, très, très précis, mais c'est vrai que ce sont des échanges qui sont significatifs, effectivement. Muchas gracias, señor. Hasta la vista. Muchísimas gracias. Saludos a todos ustedes. Hein. Un salut spécial à tout ton important public et merci encore une fois de me donner l'occasion de parler un petit peu d'économie en français et de pouvoir échanger un petit peu sur la réalité de nos deux pays. Okay? Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, chers téléspectateurs, auditeurs, d'avoir été avec nous et les internautes. À la semaine prochaine.